Gordon Square. Nous tombons d'accord sur bien des points, et lui, du moins, perçoit l'isolement de notre petit groupe dans le vaste monde hostile des McCall et des Duckworth. Puis nous discutons prose, et il y a toujours un livre à discuter, je dois lire un passage par-dessus son épaule. On échafaude des théories, on place des tableaux sur des chaises. Là, je commence à me sentir plutôt perdu, et à désespérer. Wolf apporte une toile. La difficulté concerne une touche de vert sur la pomme du milieu. N'efface-t-elle pas le violet qui borde la pomme de terre? Masquez-la, et voyez comme les couleurs ressortent ici. Un peu plus loin bon, essayez du vernis alors je pense que c'est la meilleure chose que j'ai jamais faite jusqu'à présent. Oh, oui, c'est plus vivant. C'est très fort, Wolf, très fort. Et puis, en retard comme il est inévitable, je me rends au club 17, où Mrs. Manuel, installée dans la salle du premier, corrige des épreuves, mes couches. Un imprimeur n'en a envoyé qu'un seul jeu. De toute manière, c'est trop tard pour que je puisse les aider, mais non pour servir du thé à Miss Matae. Pourquoi une femme de son intelligence devrait-elle s'excuser tout au long de sa vie de n'être pas séduisante? Elle vous regarde de biais, comme une enfant qui n'a pas été sage, et pourtant, à elle seule, elle a plus de choses dans la tête que toutes les têtes de loup prises ensemble. J'ai trouvé Alix qui déclamait pompeusement en bas avec, bien mal à propos, des airs de colonel aristocrate pérorant sur l'iniquité du bolchevisme. Son thème à elle est l'iniquité des colonels, la méthode est à peu près la même, et la voix aussi. Vendredi, comme je l'ai dit, se passa pour moi à écrire, et pour elle à déjeuner avec Willa, F et à corriger d'autres épreuves encore. Je n'avais pas plutôt fait un peu de composition et décidé de renoncer à l'heure et demie d'avant le dîner où j'aurais lu le romancier américain distingué, Herge Chemé, recommandé par Monsieur Galsworthy, que Lottie a introduit Sidney Waterloo. Mon seul espoir d'échapper à l'ennui était de le voir se livrer à quelques commentaires introspectifs, mais je n'ai pas eu cette chance. 11 est florissant, suffisant. Sûr de lui au point d'affronter sans la moindre confusion la désapprobation de Gordon Square. Il fait pour l'instant le tour de ses amis, non pas, il a bien pris soin de l'expliquer, pour nous sonder, mais pour jouir de notre compagnie. Nous avons convoqué pour le dîner Mériché et Pchank 5 afin André Désiré Jeanne McCall, née Zabé, la femme, d'origine française, du peintre et critique d'art D.S. McCall, qui, à cette époque, était conservateur de la collection Wallace. C'était une grande amie de Roger Free. Edward Wolff, né en 1897, peintre né à Johannesburg, étudia à l'Académie Slade de 1916 à 1918, puis travailla aux ateliers Omega avec Roger Free 5, Mériché et Pchank, 1870.4-1958, fille d'évêque, fut à partir de 1899 directrice de Morley College, et elle avait persuadé V.W. d'y enseigner en 1905. Elle se démit de ses fonctions en 1913 pour se consacrer à la cause internationale du vote des femmes. 216 décembre 1918 de discuter de la revue et de la perfidie de MacDonald 6. Plus pâle, peut-être plus maigre, s'enfonçant imperceptiblement dans l'âge mûr, mais non débarrassé de son amertume envers un certain monde et, en ce moment présent, il s'agit des femmes et de la haute société qui réclament une indemnité. Pourtant, si je la compare à la majorité de mes connaissances, elle se révèle plus capable, mieux informée, plus raisonnable qu'elle ne l'était dans mon souvenir de l'époque de Fitzroy Square. Néanmoins, elle ne daigne accepter son agréable soirée qu'avec la mauvaise grâce des pauvres acceptant une charité qui n'est pour eux qu'un pis-aller. Mardi 10 décembre dimanche fut une journée mémorable pour moi du fait d'une autre invitation à Chalioz, où j'ai bel et bien serré la main de Miss Sang, de Cathy, d'Eolina. J'étais un toutes ont manifesté une grande surprise à ma vue, comme si était un oiseau d'une espèce différente, se joignant en plein vol à leur bande. Je me sentais en effet très bizarre, mais la première impression passée, leurs manières me sont redevenues curieusement familières. Elena s'est conduite en vieille amie, en très vieille amie toujours la même, n'ayant rien oublié de ce qui s'était passé avant que je fasse mon plongeon, et elle, le sien. Elle a insisté, d'une manière quasi affectueuse, pour que j'aille les voir. Je ne m'y risquerais pas sans appréhension. Et si nous n'avions absolument rien à nous dire, toutes ces manières charmantes, ouvertes et caressantes pourraient s'envoler. Et puis il y a l'éternelle et insoluble question vestimentaire. Cathy, très congestionnée et bien en chair,
mais les traits empreints de beaucoup de dignité et de grandeur, assise bien droite, les yeux mi-clos, au premier rang, écoutèrent Ravel et Schumann, qu'elle déclara aimer autant l'un que l'autre. Lundi, j'ai fait ce qui est devenu maintenant ma visite hebdomadaire à Catherine. Murray était là, ce qui a imposé une certaine contrainte, bien que je les aime l'un et l'autre et que je la préfère, elle, dans son rôle d'épouse. Murray ouvre à peine la bouche, vous fait sentir que presque tout ce que l'on dit est inutile. Mais comme il a ses idées à lui, je ne m'en formalise pas. D'autre part, il s'agit plus de timidité que de parti pris. J'ai raconté toutes les histoires qui me sont venues à l'esprit, et puis Murray m'a expliqué qu'il avait une confession à faire. C'était simplement qu'il a acheté pour son frère une presse à bras, sur laquelle de courts poèmes de lui vont être imprimés, luxueusement, comme les livres de Kelm Scott. Arthur fréquente une école d'art et métier et souhaite faire de l'imprimerie d'art. J'ai mes doutes sur l'idée qu'Arthur se fait de l'art. Mais de toute façon nous sommes libres de disposer comme nous l'entendons du long poème de Murray. Pour l'instant, le confier à McDermott semble l'arrangement le plus pratique. Lorsque les grandes affiches Ramsay MacDonald avaient commencé par encourager, pour ensuite les contrecarrer, les projets de LW pour l'International Review, on peut lire le récit de sa perfidie dans LWI, 223 à 226, et L100, 1873, 1962, peintre originaire de Newport, Rhode Island, avait étudié la peinture à Paris, travaillé avec Sicker et était membre fondateur du groupe de Londres. Riche et sociable, elle prit la nationalité britannique après la guerre. Cathy Lady Cromé, née Lady Catherine Tin, 1865-1933, seconde femme d'Evelyn Baring, comte de Cromé. VW la connaissait, ainsi que sa sœur Béatrice, depuis l'époque de Hyde Park Gate. Eleanor Radbonnet et Men Bruce Richmond. Arthur, l'unique frère de Murray, qu'on appelait Richard, était son cadet d'une douzaine d'années. La presse fut installée à Hampstead, chez les Murray, et une nouvelle de Catherine Mansfield fut la première œuvre imprimée par la Heron Press. La Kelm Scott Press avait été fondée par William Morris en 1890, à Hammersmith. Les Wolff n'envisageaient pas de faire de l'édition d'art à la Hogarth Press rouge qui, ces derniers jours, ont commencé à couvrir les murs de Richmond seront toutes livrées. Paiement, punition et autres mots en paix, voilà la politique qu'elle préconise. Nous ne voterons sans doute pour personne. Journée de pluie, mais nous sommes sortis, ayant quasiment terminé Cape Garden, ce qui revient à dire que tout est prêt pour l'impression, à part quelques lignes. On cesse de voir clair dans mon bureau à 3h30. Maintenant je vais essayer de composer quelques lignes d'Eliot avant que nous partions. Une de ses habituelles, les intrigues de cuisine, est en train de se nouer pour que nous prenions Lise et ses enfants à Asheham, pour Noël. Nelly n'ose pas me le demander et Lottie invente un conte à dormir debout sur les économies que cela nous vaudra et sur le fait que c'est sa dernière occasion de quitter la maison. Comme c'est terrible de dépendre ainsi d'autres adultes. Lundi 16 décembre, de retour après avoir passé la fin de la semaine chez Roger. Avec, par conséquent, les lèvres douloureuses d'avoir trop parlé, non que je me sois ennuyée ou lassée, certes, tant le champ de la conversation de Roger était étendu, et tant nous avions de choses à dire aussi, tous les deux. Pamela était là, toute ronde et souple, évoquant quelques nefs des bois dans un tableau de l'école italienne. Elle en a aussi le teint brun doré. J'ai idée que les enfants prennent modèle sur leurs parents, mais à l'inverse. Un père plein de vivacité, sociable, enthousiaste donne une fille calme, dénuée d'égoïsme, plutôt passive. Pamela n'a que 16 ans, mais son comportement dénote la maturité, ce qui lui vient de vivre avec des adultes neufs. C'était jour de vote samedi à Guildford, comme dans d'autres parties du monde, et Roger se lamentait sur l'avenir du monde. À coup sûr, il oubliera vite la politique. La guerre est déjà presque oubliée. Tout le dimanche, malgré la pluie et le brouillard, il a peint jusqu'au moment où le ciel a été noir, après avoir été gris tant qu'il y a eu du jour. Je n'ai guère d'espoir pour ces tableaux, mais j'ai dû feindre d'apprécier l'effet produit sur la solidité d'une coupe par une matinée de travail. Il dit qu'il regrette chaque heure du jour passée à ne pas peindre, puisque la vieillesse approche et qu'il doit dire ce qu'il tient à dire avant de mourir. La vieillesse, il se propose de la passer seul, à peindre toute la journée. Du moins, il semble faire ce qu'il a toujours essayé de faire. Nous avons eu quelques tristes révélations sur la perfidie de certains amis envers l'Oméga 10.
La grande supériorité de Roger, c'est que son sens des proportions, bien que superficiellement faussé et exagéré, est toujours exact en fin de compte. Il se montre toujours magnanime et indulgent quel que soit le poids qu'il attribue à des griefs imaginaires ou semi-imaginaires. L'affaire de l'Oméga, c'est que ces artistes acceptent une commission sans passer par l'Oméga. Pour cela, et pour d'autres raisons, ce pauvre atelier a été pour lui une véritable source de déception, de fatigue, de mécontentement. Les gens ont l'art en horreur, et lui, qu'il aime, ennuie souvent maintenant par sa conversation. Et je n'ai pas trouvé grâce à Cézanne Pamela, née en 1902, fille de Roger Free et de sa femme Hélène. Elle avait été presque entièrement élevée par son père et les sœurs de celui-ci, sa mère étant enfermée dans un asile psychiatrique depuis 1910. L'été précédent, Duncan Grant et Vanessa avaient, en s'assurant directement une commission, décoré une pièce à Riveos, Hammersmith, pour Mary Hutchinson. Roger Free s'était montré profondément blessé par ce qu'il considérait comme une déloyauté envers les ateliers Oméga dont ils étaient les directeurs Zenimio 218 décembre 1918. Moi non plus, en ce qui concerne la peinture, du moins. Nous sommes allés ensemble à la National Gallery, ce matin. J'ai estimé très beau un Rembrandt qui pour lui était pure dramatisation. Un petit Gréco ne me dit rien tant qu'il ne l'eût pas éclairé pour moi, me montrant qu'il comportait plus de couleurs authentiques qu'aucun des tableaux qu'il y avait là. Puis le Ingres qui me rebutait se révéla être pour lui un des plus merveilleux dessins qui soit. Je constate toujours qu'aimer ce qu'il ne faut pas et n'aimer pas assez ce qu'il faut aimer le hérisse comme le font les fausses notes ou la sentimentalité dans l'écriture. Mardi 17 décembre, je crains que cela ne soit malgré moi ma dernière occasion d'écrire avant notre départ pour H.E.M. vendredi. Je continuerai là-bas, Dieu le veuille, en entamant un nouveau cahier, quel qu'il soit. Demain je vais chez K. Monsieur jeudi, je prends le thé chez les Richemont et dîne peut-être au club, et ainsi on arrive à vendredi sans que je dispose d'un instant entre le thé et le dîner. Et même aujourd'hui je vole le temps qui appartient à Sophocle en attendant Mrs. Hamilton qui doit arriver à 7 heures pour faire une conférence à la Guilde. Si j'achetais un bloc avec feuilles détachables peut-être pourrais-je saisir au vol beaucoup plus de pensées vagabondes. Sans doute n'est cela qu'une illusion, mais ce qui est du domaine de l'esprit est bien souvent gouverné par l'illusion. Nessa nous a demandé de prendre les enfants pour 15 jours à la naissance du bébé qui est imminente maintenant. Elle avance le 28 pour date exacte. Les bonnes iront pour 8 jours à Guildford, ce qui nous épargnera les et son rejeton. Nous passerons toute une semaine seuls à H.E.M., le plus grand et le plus pur des plaisirs que le monde puisse offrir, très rehaussé dans mon esprit par l'absence des domestiques. Car alors il n'y a souvent personne d'autre que nous dans la maison. Je vais lire de bout en bout mon roman et décider ce qu'il convient d'en faire. Le livre de elle est presque terminé. Il en verra la fin en février très vraisemblablement. Nous avons imprimé tout le texte de Kate Gardan et obtenu de McDermott un devis d'imprimerie pour le poème de Murray. Il demande 4 livres, ce qui nous paraît peu pour 200 exemplaires d'un volume de 24 pages. Nous fournissons le papier et la couverture. Des possibilités s'offrent là, je crois. Il a fait si doux que je ne pense pas avoir allumé du feu dans mon bureau plus de 3 ou 4 fois, et cela seulement lorsque nous imprimions l'après-midi. La grippe espagnole semble terminée, bien que l'autre ait attrapé pour 1 heure ou 2 samedi dernier. On trouve désormais des petits fours glacés, mais rien de plus pour l'instant. Quant aux nouvelles générales, la guerre paraît maintenant un événement sans importance, une de nos dérobates politiques et, à cette minute même, les petits crieurs de journaux clament que la Russie se prépare à la guerre. On a peine à voir comment même un patriotard pourrait croire encore à l'heure qu'il est qu'un bien puisse sortir de la guerre, ou croire en un idéal, ni à rien, on serait à l'instigation de Sidney Webb. LW avait entrepris en 1917 de préparer un rapport sur le commerce international pour un comité du service des recherches du Parti travailliste. LW décida un peu plus tard de limiter le sujet à l'Afrique, et le livre fut achevé en 1919, mais il ne parut qu'au début de 1920, sous le titre Empire in Commerce in Africa. A Study in Economic Imperialism, l'Empire britannique et le commerce avec l'Afrique. Esquisse d'un impérialisme économique. Les bolchevistes avaient envahi l'Estonie et investi Narva, et une intervention de la marine britannique fut signalée le 17 décembre. Adi Blow à décembre 1918 219 tentait d'ajouter, qui soit entrepris de concert par des formations d'êtres humains.
On prétend que le parti travailliste a obtenu de bons résultats et la coalition des résultats moyens seulement aux élections. Ray aurait, paraît-il, des chances. Nous avons voté samedi, mais elle, pris de panique, a très vraisemblablement voté pour Mrs. Dacre Fox. La note datée du 17 décembre fut la dernière de 1918. VW partit pour H&M le vendredi 20 décembre, un jour avant LW Maynard Keynes d'un camp grand vint reprendre le thé le jour de Noël, où Vanessa donna naissance à sa fille, dont le père était d'un camp, 3 jours avant la date prévue. Julien et Quentin Bell, dont VW avait accepté de se charger peine dans les couches de Vanessa et que LW alla chercher à Charleston le 23 décembre, accompagnèrent les Wolf à leur retour à Hogarth House, le 1 janvier 1919. Ce jour-là, VW fut prise d'une sérieuse rage de dents, et le lendemain il fallut procéder à une extraction qui lui occasionna un abondant saignement et des migraines. Les petits garçons furent ramenés à leur père à Gordon Square, le 9 janvier, et VW resta alité jusqu'au 16 janvier 13. Cela se révéla trop optimiste. Les résultats de la consultation du 14 décembre, annoncés le 28, montraient une énorme majorité en faveur de la coalition Lloyd George Bonarland. Mrs. Strachey obtint 1263 voix contre les 9077 du candidat conservateur unioniste et les 2620 voix du travailliste. Mrs. Dacre Fox arrivait deuxième à Richmond avec 3615 voix contre les 8364 du candidat conservateur unioniste 1911 pillé 1919 en 1918. Le journal s'acheva sur une note datée du 17 décembre. Lorsque, après une période de fatigue et de migraine, VW le reprit en 1919, elle continua à décrire dans le cahier dont il se servait depuis le 15 novembre 1918. On y trouve ainsi les notes des 20, 22 et 24 janvier 1919, mais celles-ci furent aussi recopiées, avec des corrections et des additions, au début d'un cahier destiné à l'année 1919, cahier vie, dont la première page porte le titre Hogarth House Paradise Road Richmond 1 janvier 1919. Lundi 20 janvier, j'ai l'intention de recopier ceci dès que je pourrai acheter un cahier, et je m'abaisse tiens donc des fioritures propres au nouvel an. Cette fois-ci ce n'est pas l'argent qui me manque, mais la force, après 2 semaines de lit, de me rendre jusqu'à Fleet Street. Même les muscles de ma main droite sont endoloris, comme j'imagine que peut l'être la main d'une domestique. Si curieux que cela paraisse, je ressens la même raideur à rédiger, alors qu'en toute justice je devrais être mentalement mieux armé qu'il y a un mois. J'ai dû cette quinzaine au lit à une dent qu'il a fallu m'arracher et à un mal de tête entraîné par la fatigue longue et pénible affaire qui s'estompait et revenait comme un brouillard de janvier. 1 heure d'écriture quotidienne, voilà ce qui m'est alloué pour les prochaines semaines, mais l'ayant mise en réserve ce matin, je puis maintenant en dépenser une partie puisqu'elle est sortie, et que je suis très en retard pour ce mois de janvier. Je note cependant qu'écrire ce journal n'est pas vraiment écrire, car je viens de relire celui de mes autres années et suis très frappé du galop rapide avec lequel il poursuit sa course à l'aveuglette, cahotant même parfois d'une manière presque intolérable sur les pavés. Mais s'il n'était pas écrit plus vite qu'on ne peut taper même avec la plus rapide des machines, si je m'arrêtais pour réfléchir, il ne serait jamais écrit. Et cette méthode a l'avantage de rassembler accidentellement des sujets épars que j'aurais laissés de côté si j'avais hésité, et qui sont les 222 janvier 1919 diamants du tas de poussière. Si Virginie Woolf, à l'âge de 50 ans, lorsqu'elle s'installera pour composer ses mémoires à partir de ses cahiers, se montre incapable de bâtir correctement une phrase, je ne pourrai que m'affliger avec elle et lui n'appremier l'existence de la cheminée où je lui laisse toute latitude de briller ses pages pour les convertir en autant de pellicules noires piquetées d'yeux rouges. Mais comme je lui envie la tâche que je lui prépare, il n'en est pas que je préférerais. Déjà, à cette pensée, mon 37e anniversaire me paraît moins redoutable. En partie dans l'intérêt de ces dames mûres, il n'y aura plus de tricherie possible. 50 ans, c'est l'âge mûr, même si je m'attends à des protestations de sa part et conviens que ce n'est pas vieux. En partie pour donner à cette année une base solide, j'ai l'intention de consacrer mes soirées à adresser un bilan de mes amitiés et de leurs présentes conditions, ainsi que du caractère de mes amis, et j'y ajouterai une estimation du travail qu'ils ont accompli, et puis des prévisions sur leurs œuvres à venir. La dame de 50 ans pourra dire dans quelle mesure je me suis approché de la vérité, mais j'ai assez écrit pour ce soir, 1/4 d'heure seulement,
à ce que je vois. Encore un mot. Je conviens que je n'aime pas penser à la dame de 50 ans. Mais courage. Roger a passé cet âge et il est encore capable de sentir, d'être heureux et de jouer un rôle très important dans la vie. Mercredi 22 janvier, on est le mercredi 22 janvier. J'ai encore dû passer 2 jours au lit, et aujourd'hui représente mon premier jour de complet rétablissement. J'ai à faire le compte-rendu d'un livre sur Meredith pour le trimestre, et nous avons fait une promenade cet après-midi, de sorte que me voici presque revenu au même point qu'auparavant. Comme je ne puis aller à Londres, et que je n'ai sous les yeux que de petites photographies encadrées d'Alix et de Fredegon, assises ici au coin du feu, je vais tenter d'établir cette base solide que je crois souhaitable. Combien ai-je d'amis? Il y a Lytton, Desmond, Saxon, ils appartiennent au chapitre Cambridge de ma vie. Très intellectuels, ayant rompu leur lien avec Hyde Park Gate, associés à Toby, mais je n'arrive pas à les replacer dans l'ordre, il y en a trop. K, Rupert, Duncan, par exemple, viennent tout un peu plus tard. Ils appartiennent à l'époque Fitzroy, les Oliviers et tout ce groupe-là sont marqués du signe de Brunswick Square, Cleave. Je le mets un peu à part. Plus tard viennent les têtes de Lou, Alix Carrington, Barbara, Nick, Bunny. Il ne faut pas oublier non plus le groupe qui existe parallèlement à celui-ci, sans s'y mêler, et qui s'en distingue par son caractère social et politique, dont la tête serait Margaret et qui comprendrait des gens tels que Goldie, Mrs. Hamilton, et des figures intermittentes, Matae, Hobson, les Webnon. Je ne puis inclure ni l'un ni l'autre des Morico, ni le docteur Less, même s'ils représentent des visiteurs occasionnels, qui viennent déjeuner et se retirent dans le bureau de L pour de graves conversations. Je n'ai pas mis Ottoline ni Roger, et puis il y a aussi Catherine et Murray, et enfin Hop Mirley, laquelle me fait penser à Pernell et Pippa et à des personnages périphériques tels que Ray et Olivet. Gertley, je préfère n'en pas parler, non plus que de Merritt. Pour l'article de W, sur George Meredith, His Life and Friends in Relation to Work, George Meredith, sa vie et ses amis, vus à travers son œuvre, paru dans le TLS du 13 février à 9/9, pour Fredegon, Alix, K. Voir plus loin note des 12, 15 et 23 de janvier 1919 223 et son je donnerai peut-être si je parviens à dresser ce bilan. Quant à Eliot, une unique visite a suffi à me le rendre sympathique et je le reverrai probablement, à cause de ces poèmes que nous avons commencé aujourd'hui à composer. C'est là une liste très partielle, Ruet je ne situerai jamais la moitié d'entre eux correctement si je ne commence pas tout de suite. Alors Lytton, Desmond et Saxon. Eh bien, je nourris pour chacun d'eux une très grande amitié, l'ennui, c'est la rareté de nos rencontres. Pour ce qui est de Lytton et de Desmond, enchaînés jusqu'au mois dernier à leur tabouret de l'amirauté, des mois entiers se passent sans que je les aperçoive. Nous avons tout, je crois, dépassé le stade épistolaire, ou peut-être éprouvons-nous le besoin d'adresser nos lettres ailleurs. Nous avons échangé jadis une brillante correspondance, en partie pour le plaisir d'être brillants, et puis nous commencions alors à nous connaître, et la découverte était passionnante, je parle de mes propres sentiments. Mais quand nous nous voyons enfin, nous n'avons pas à nous plaindre. Lytton passe pour être devenu plus tolérant et moins spirituel, Desmond pour avoir besoin de son verre de vin, Saxon a ses rhumatismes et ses amours sans espoir. Depuis 6 mois, Lytton connaît à nouveau la célébrité, mais comme cela va de soi pour lui depuis les 6 premiers mois de son existence, il n'y a là ni surprise ni changement. De plus, j'entends dire qu'il a abandonné ses ascites ou qu'elles ont trouvé une autre lumière. Rien n'est plus simple et plus intime qu'une conversation avec Lytton. S'il est moins spirituel, il est plus humain. Je présume, en me fondant sur des précédents et en considérant la démobilisation de l'armée, qu'il se prépare à la fuite, mais puisque ce n'est pas à moi qu'il est lié, peu importe la direction que doit prendre sa fuite. Pourtant, j'aime bien Carrington. Elle a contribué à le rendre plus bienveillant. Oh oui, s'il entrait maintenant nous parlerions de livres, de sentiments, de la vie et du reste, aussi librement que nous l'avons toujours fait et avec la conscience partagée, je crois, d'avoir gardé chacun pour ce moment précis quantité de choses qui conviendraient particulièrement à l'autre. Vendredi 24 janvier, chose curieuse, le lendemain du jour où j'écrivais cette phrase, j'ai repris contact par téléphone avec Lytton, après un silence de près de 6 mois,
et il doit dîner ici vendredi prochain. Mais reprenons. 3 mots me trottent par la tête concernant les Strachey, race prosaïque, manquant de magnanimité, dénués de fantaisie. Comme ces mots me sont venus automatiquement, pour me harceler jusqu'à ce que je les écrive, je pense qu'ils comportent une certaine vérité. Ce sont des puits profonds qui contiennent tous les éléments désagréables que je voudrais introduire dans mon portrait de Lytton. Une goutte de fiel me suffira pour ce portrait, mais je crois bien qu'on en trouve un soupçon chez lui aussi bien plus chez James, Olivier et Marjorie. Roger, lui, prétend que tout, sauf les S, sont dépourvus de générosité. On ressent cela comme un air, une vapeur, un goût indescriptible de poussière dans la gorge, quelque chose qui chatouille et irrite et qui en même temps picote et stimule. Mais il faut y joindre des dons intellectuels très divers et de nombreuses qualités de caractère, honnêteté, loyauté, intelligence d'une sorte abstraite d'Atrim le savant qui a Lytton au moins. On pourrait presque attribuer ce que je veux de chaleur physique, de puissance créatrice, à un défaut de virilité le retient des prodiges et ses dons, le pousse à les utiliser avec parcimonie et à s'arroger une meilleure part de confort et de richesse. Dans le domaine des sentiments, cela le fait paraître un peu mesquin, et ce n'est jamais d'instinct qu'il se montrera généreux, magnanime ou téméraire. Sur le plan intellectuel, cela produit bien sûr ce style métallique et d'un éclat conventionnel qui l'empêche, à mon avis, d'être un écrivain de premier ordre. Ce qu'il écrit manque d'originalité et de consistance, c'est du journalisme brillant, très brillant, du travail de virtuose sur un air connu. Écrit ainsi, noir sur blanc, ces mots sont trop catégoriques et sommaires, il faudrait les tempérer et les nuancer de toutes ces qualités de charme, de finesse et de brillant qui constituent son être de chair. Mais quand je pense à un Strachey, je pense à quelqu'un d'infiniment prudent, qui ne se risque ni ne se compromet jamais. Au fond commun de notre groupe, ils ont apporté des expressions, un code de référence, des mots d'esprit, mais jamais la moindre idée neuve, jamais un oméga, un mouvement post-impressionniste, ni même une maison de campagne, un Brunswick Square ou une presse à imprimer. Nous, les Stephans, oui, et même Clive, malgré tous ces traverses verts, avons eu l'esprit d'initiative et la vitalité nécessaires pour concevoir des projets et les mettre à exécution. Car nous désirions trop fortement pour être refroidis par le ridicule ou arrêtés par les difficultés. Même lorsqu'il s'est agi de prendre Tidmarsh, Lytton a dû être poussé par derrière, et son mode de vie n'est anticonformiste que dans la mesure où Carrington l'a désiré et voulu. Jeudi 30 janvier, le froid est tel aujourd'hui que je me demande si je vais pouvoir continuer mon analyse. Un jour pareil, il faudrait être d'émeraude ou de rubis massif pour produire une flamme, au lieu de se dissoudre en atomes gris dans la grisaille universelle. Je n'ai vu personne, dans la grande rue de Richmond, qui eut l'air de brûler avec l'intensité du rubis ou de l'émeraude, mais de pauvres femmes au visage pincé, complètement subjuguées par les circonstances. Encore que j'en ai entendu une parler de rentrer chez elle pour préparer le thé, ce qui laissait supposer qu'elle avait une vie personnelle. Une petite fille lança son chapeau dans la cour et je dus aller le chercher, puis fit rire une bonne rangée d'enfants en le lançant si mal en l'air qu'il retomba par 2 fois dans la cour. Ensuite, les Polonais demandent que des exemplaires de la revue internationale soient envoyés à Paris, et puis voici Nelly, venue me dire que 2 domestiques passeront peut-être demain au sujet de la place chez Nessa 2. À ma chronique de Lytton, il faut que je me contente d'ajouter qu'il a écrit aujourd'hui pour remettre sa visite, ayant battu en retraite à Tidmarsh puisque Calvé est souffrante et ne peut me rencontrer chez Hernan 3. Que peut-il bien faire avec Calvé? Je n'en sais rien, mais l'information ainsi fournie me suggère, voyons, d'autres spéculations sur la renommée, la jalousie, la vanité, etc., que je développerai à un moment plus propice. Ainsi préoccupé de mes amis, je n'ai rien pu dire des visites d'Alix, de Norton, de Fredegon ni consigner certaines révélations et faits nouveaux non sans intérêt, qui pourraient bien porter leurs fruits pour la toile de fond et le déroulement de cette saga domestique, voire VW, de l'été, II, numéro 1002, et aussi plus loin dans ce volume. Lytton Strachey, lors d'un court séjour dans le Northumberland, en septembre 1918, avait rencontré l'éditeur William Henman, 1883-1901. Celui-ci l'avait invité à une réception pour émir la connaissance de la fameuse cantatrice Madame Emma Calvé. Mais il dut annuler son invitation,
Madame Calvé étant tombée malade, une représentation qu'elle aurait dû donner le 25 janvier fut repoussée au 8 février, vraisemblablement pour la même raison. Janvier 1919, fin de séjour. Alix songe à prendre une maison à Gordon Square 4 surtout pour pouvoir vivre avec James, dit-elle, et cette déclaration lorsqu'elle la fit à elle, Saxor et moi, avait quelque chose qui sur le moment me glaça le sang. Maintenant, pour me mettre dans la note, je m'en vais refermer le livre de Mrs. Watts sur Georges Frédéric V et ouvrir l'Antigone de Sophocle. Une seconde, il faut que je consigne, pour m'en servir plus tard, les étonnantes possibilités comiques de Fréchouetté, le vieux Cameron en robe de chambre bleue, lui qui depuis 12 ans n'est pas sorti de son jardin, emprunte soudain le manteau de son fils et descend à la mer. Puis il décide de poursuivre jusqu'à Ceylan en emportant leur cercueil, et nous avons une dernière vision de tante Julia qui, montée à bord, offre aux porteurs de grandes photographies de Sir Henry Taylor et de la Madone. À défaut de petite monnaie 6. Vendredi 31 janvier, je viens ici calmer la nervosité que j'éprouve, comme toujours, à mon retour du club. Je suis passé à l'Oméga où j'ai entendu Roger persuader une grosse Allemande d'acheter du tissu et essayer de son mieux de se montrer poli envers M.T. Powell, artiste qui fait du verre à soude Kensington, à ce que je supposais croire involontiers. De là, et par des rues de Beaujolais, de neige, de gadoue glissante et figée en petites boules semblables à celles d'un manteau d'Astrakhan, au club, ici. Je suis interrompu par la voix de mon cher ami Desmond au téléphone. 10 minutes de monologue. Oui, il va prendre une maison à Oar, peut-être, et souhaiterait que nous soyons tout près, et il viendra mardi Polly rapporter une nouvelle, et il le jalite le hanton et il va s'abonner à la revue et envoyer un mandat de 10 shillings, non, de 12, bien sûr, et ils ont loué Wellington Square et se proposent de vivre à bon marché et de passer la moitié de l'année à la campagne, ce qui ne lui plaît guère, mais tant pis. Puis nous raccrochons sur des questions compatissantes concernant ma santé et ma dent. Oui, de la compassion, Desmond sait en montrer, et ceci me ramène à ce cher Lytton. Mais je dois tout de suite acquitter le cher Lytton d'avoir voulu m'impressionner avec ses Calvé et ses Zenman. Je crois qu'il avait parlé d'un concert et c'est bien cela. Je vais essayer de montrer comment il a dominé, mais oui, et le mot est même de lui, une génération d'étudiants de Cambridge, pour en être quitte avec mes remarques désobligeantes. Comment s'y est-il pris? Comment est-il si différent des autres? Alors même qu'il manque d'originalité et du reste. Me tirerai-je honorablement de cette impasse en disant qu'il vaut beaucoup mieux que ses livres? Ou suis-je trop avare de compliments pour ces mardis 4 février Lvreux? Serais-je jalouse? Est-ce que je compare les 6 éditions de Éminent Victorien avec l'unique édition de La Traversée des Apparences? Alix Sargan, Florence et James Strachey louèrent la totalité du 41 Gordon Square, dont ils gardèrent la jouissance jusqu'en 1956, vivant au début et aux 2 étages supérieurs et louant à d'autres personnes les étages du bas. Mary Frazé Watts publia en 1912 une biographie en 2 volumes de son mari, le peintre Georges Frédéric Watts, dans laquelle on peut lire le récit du départ des Cameron, qui abandonnaient Fréchouetté pour Ceylan. Cet épisode inspira à V.W. sa pièce de théâtre Fresluvaté. Écrite en 1923, réécrite et jouée en 1935, elle ne fut janvier, en 1981 publiée qu'en 1976, à la Hogarth Press. Les éditions des femmes en firent paraître une traduction d'Elizabeth Charles et Cameron, 1795-1880, juriste, fit partie de la commission législative des aides. Tante Julia, grand-tante de V.W. et célèbre photographe, était sa femme. Sir Henry Taylor, l'auteur de Philippe van Artevelde, posait, très souvent pour elle. Les McCarthy prirent en effet une maison, en face de celle des Waterloo, dans le village de Oar, près de Marlborough, Wiltshire, louant leur maison de Londres, 25 Wellington Square. Le prix de l'abonnement à l'International Review dont W était rédacteur en chef, était bien de 12 shillings annuels. 226 février 1919. Peut-être faut-il compter avec un soupçon de jalousie, mais si je suis trop sévère, je crois que cela tient à ce que même si j'admire, même si j'apprécie jusqu'à un certain point et suis assez d'accord, ce qu'il écrit ne m'intéresse pas. Thomas Hardy a ce que j'appelle un esprit intéressant, il en va de même pour Conrad et pour Hudson, mais pas pour Lytton ni Matthew Arnold ni John Addington Simon. Je n'ai plus le temps de vivre.
Mais depuis quelques jours la vie n'est pas très agréable. Imaginez une conjuration de brouillard et de gel, ajoutez une grève de métro et pour couronner le tout la recherche d'une domestique pour Nessa, qui s'est d'ailleurs terminée de façon désastreuse. J'ai affronté Missy Sabineuf, une fois de plus hier et arraché ma fille crâne aux griffes d'innombrables patronnes, tout cela pour apprendre maintenant qu'on n'a pas besoin d'elle et qu'il faut la décommander avec une livre en guise de consolation. Voilà le résultat grandiose de tout ce que j'ai échafaudé pendant 15 jours avec Budge et les autres. Les cartes s'écroulent et tout redevient comme avant. Il m'a fallu écrire d'innombrables lettres de cette écriture ferme et dans ce style d'affaires qui sont si peu mon fait, envoyer des télégrammes, supplier Nelly, me creuser la cervelle, faire des voyages pénibles, avec pour résultat le gaspillage de 32 shillings donnés à des gens qui ne les méritaient pas. Cependant, je dois noter un peu de soleil aujourd'hui, moins de froid, et pour contrebalancer cela, le district Railway est en grève. Desmond n'a donc pas téléphoné. C'est là une très bonne introduction à son portrait. Lorsqu'on écrit sur Desmond, on a bien du mal à d'écrire un Irlandais, cette façon qu'il a de manquer ses trains, de sembler né sans gouvernail, de dériver là où le courant est le plus fort, et aussi d'être toujours plein de espoirs et de projets, de musarder, payant son écho avec des conversations si ensorcelantes que les directeurs littéraires lui pardonnent, que les commerçants lui font crédit et qu'au moins un honorable père le couche dans son testament pour lui léguer 1000 livres à 1 degré. Samedi 15 février, quel silence honteux mon analyse laissée en plan et la vie qu'on laisse perdre comme l'eau d'un robinet resté ouvert. 11 jours sans rien consigner. Mais je crois que si j'étais peintre, il m'aurait suffi d'un pinceau trempé dans une couleur brunâtre pour donner la tonalité de ces 11 jours. J'en étalerais une couche égale sur toute la toile. Mais les peintres manquent de subtilité, je pense qu'il y avait des points de lumière et des nuances sous la surface, même s'ils sont maintenant invisibles. La teinte dominante fut apportée par la nécessité où je me trouvais de courir les agences de placement par le temps le plus froid de l'année. J'ai l'impression d'en avoir bien vu une douzaine, en fait, j'en ai vu 3 tout au plus. Mais c'est aussi qu'il y en avait les mécaniciens du London Underground, métro, commencèrent le 3 février une grève de solidarité avec les travailleurs de la Clyde et de Belfast. Le 4 février, tout trafic cessa sur le district Railway que les Wolves utilisaient habituellement. Un arrangement intervint le 7 février, mais les services ne redevinrent normaux qu'à partir du 10. Richmond était toutefois desservi aussi par la grande ligne du London and South Western Railway, partant de la gare de Waterloo. Mississauga dirigeait une agence de placement OVW engagea Phoebe Crane comme domestique temporaire pour Nessa, qui se trouvait dans une situation compliquée au point de vue du service. Vanessa commença par repousser l'arrangement du VW, puis l'accepta. Phoebe Crane tomba malade, mais put tout de même se l'y rendre à Charleston une semaine plus tard. Budge était la sœur de Nellie Boxall. On avait pu espérer, et cet espoir se renouvela en octobre 1919, qu'elle entrerait au service de Nessa comme cuisinière, mais tout s'écroula du fait de la mésaventure de Budge, un bébé illégitime. On s'agit d'Oberon Thomas Herbert, 8e baron Lucas et 11e baron Ding, 11 1876 à 1916, aviateur, tué en mission au-dessus de lignes allemandes de 227-1-2. Février 1919, une aux confins de la civilisation, à la périphérie de Fulham, et comme les yeux des femmes assises à leur bureau deviennent durs, froids et désabusés, comme s'ils étaient condamnés à n'avoir jamais devant eux qu'une cuisinière à la réputation douteuse. C'est à peine s'ils se voilent de politesse lorsque j'apparais, vêtu de velours rouge et de fourrure pour les impressionner. Pour finir, Nelly a dû aller à Charleston pour une semaine, et Phoebe Crane s'est remise de sa maladie et on l'a envoyée là-bas, de sorte que c'est de nouveau la paix pour quelque temps. Hier, vendredi, fut un de mes grands jours. Ayant fait toilette, je suis allée voir les peintures de Sicker, que je déclare former l'exposition la plus agréable et la plus vraiment picturale d'Angleterre. Et là j'ai rencontré Clive et Mary, Clive en pelisse, Mary dans le style le plus sobre du New English, club d'artistes. Mettez une canne jaune dans la main de Clive et pendez-lui un ruban à un monocle, et il sortirait tout droit d'une gravure de chasse-nom, d'une caricature rehaussée de touches roses et jaunes. Il me présenta au jeune Nevison, qui a les favoris du prince Albert et fit une allusion au fait que nous étions tous deux de vraies célébrités, ce que Nevison n'a pas apprécié. Ensuite Clive,
Mary et moi nous sommes lentement dirigés en jacassant comme des perruches sur leur perchoir jusqu'au verret, sa peinture bleue et ses motifs dorés. Mary devait se rendre à l'hôpital pour une visite de politesse à son mari. Nous nous sommes donc installés pour bavarder dans une salle à l'intérieur cadre avenant, invitant au plaisir, parquet marqueté, bar incurvé, petite table, volute vert et or, style Georges IV un peu délabré vide à 7 heures. À part quelques dames douteuses, nous avons causé, vibré à l'unisson, joué au tourtereau. Les joues de Clive brillaient d'un éclat rose. Notre échange fut très gai, vibrant comme un duo d'instruments à cordes. D'un camp passa en trac bizarre et confus mais toujours, et par la force des choses, harmonieux. Il cligna des yeux comme s'il venait de sortir à la lumière, émietta sa brioche et avala son café d'un trait, laissant échapper sur un ton hésitant des paroles, comme toujours, à demi articulées, mais infiniment significatives. Il disait, je m'en souviens, que Art et Lettres 3 est le plus ennuyeux et le plus lugubre des journaux. Je vais vous le montrer, non, ce n'est pas dans cette poche, non, je ne sais pas où je l'ai mis, et que Julien et Quentin sont vraiment beaucoup plus intelligents que la plupart des enfants. Trop tôt cependant, il se dressa dans un manteau noir, tout droit et d'une longueur extraordinaire, évoquant un pasteur non conformiste, ajusta son gilet rouge et se mit en route avec une molle détermination pour la gare Victoria. Et puis nous sommes restés là, Clive et moi, à parler littérature, de la mienne surtout, qui loue assez pour que ses réserves prennent beaucoup de force. Comme je le soupçonnais plus ou moins, il trouve beaucoup de défauts à ce roman laborieux et indigeste que j'ai écrit, et des mérites excessifs à la marque la meilleure œuvre en prose écrite de nos jours. 1. Walter Richard Sicker, 1860-1942, grand peintre et original. Il fut l'élève de Whistler et connut plusieurs post-impressionnistes français. Fixé à Londres en 1905, il se lia avec les membres des groupes de Camp d'Antone et de Londres. Pour cette raison, il était bien connu de Clive et de Vanessa Bell. Christophe et Richard Wynne-Nevinson, 1889-1946, peintre et membre fondateur du groupe de Londres, fils de Henry Wood-Nevinson, le correspondant de guerre. Le jeune Nevinson avait été nommé peintre de guerre officiel et ses tableaux seraient cubistes avaient éveillé un intérêt considérable. Le Verret était un café-restaurant de Regent Street. Art et l'été, publication trimestrielle, éditée par Franck Cruté, Charles Ginet et Harold Gillement, qui commençait à apparaître en juillet 1917. 4. De Marquand de Wall, la marque sur le mur, fut la contribution de VW à la publication numéro 1 de la Hogarth Press, de nouvelles entièrement imprimées par les Wolff, qui parut en juillet 1917. Le roman critiqué par Clive est la traversée des apparences, d'après lui, mérifiait son apparition et interrompit, ou plutôt influença le cours de notre discussion, car elle parla à peine. Puis nous sommes sortis dans Regent Street où les réverbères étaient allumés, les devantures du magasin d'en face remplies de vêtements de couleurs vives, se détachant sur un décor vert, et ainsi, flânant dans ce crépuscule printanier, et toujours très gai, nous avons traversé Sot, et je les ai quittés dans une rue aux nombreuses vitrines de joailliers. Mardi 18 février, j'attends Alix, qui ne vient sûrement pas, comme je le pensais, pour me faire ses confidences, et par le biais de sa versatilité, me voilà ramené à mes amis. Où en étais-je? À Desmond et au fait que je lui trouve plus de chaleur que Strachey. C'est vrai, je ne suis pas sûr qu'il n'ait pas la meilleure nature de nous tous, la nature qu'on aurait choisie pour soi-même, de préférence à tout autre. Je ne pense pas avoir quoi que ce soit à lui reprocher sur le plan de l'amitié, sauf que cette amitié est souvent noyée dans un flou vaporeux, qu'une sorte de brume flottante, composée d'âge et de saison, nous sépare et nous empêche effectivement de nous rejoindre. Il est possible que ce genre d'indolence implique une certaine mollesse dans ses affections, mais je ne le pense guère. Cela viendrait plutôt du sentiment qu'il a, et dont le côté ingénieux n'est pas pour me déplaire, que les choses, après tout, n'ont pas tant d'importance. Il est en somme foncièrement sceptique. Mais par ailleurs, lequel d'entre nous se donne plus de peine pour rendre service quand l'occasion lui en est offerte, qui montre plus de tolérance, de bienveillance, de compréhension envers la nature humaine. Il va sans dire qu'il n'a rien d'un héros. Il trouve le plaisir trop agréable, les coussins trop doux, le badinage trop attrayant, et puis, comme j'en ai parfois l'impression maintenant, il a renoncé à tout en bidon. Sa grande œuvre, ce peut être, selon le moment,
de la philosophie ou une biographie et doit être commencé, sans faute, après de longues promenades, dès le printemps, ne prend forme, je crois qu'à ce moment, entre le thé et le dîner où tant de choses apparaissent non seulement possibles mais accomplies, qu'arrive le matin, et Desmond se contente de commencer son article, et il fait courir sa plume en reconnaissant, moitié avec humour, moitié avec mélancolie, que c'est bien à cette ville qu'il était destiné. Et cependant c'est vrai, personne ne peut le nier, qu'il y a en lui les éléments épars de quelque chose de brillant, de beau, un recueil de nouvelles, de pensées, des études, car ils apparaissent incontestablement dans sa conversation. On dit qu'il manque de puissance, que ces fragments ne se combinent jamais en un argument, que le décousu de la conversation leur est favorable, mais que dans un livre il se disperserait irrémédiablement. C'est sans aucun doute parce qu'il en était conscient que dans l'unique livre, Ronan, qu'il ait achevé, il s'est donné tant de mal pour agglutiner indissolublement ces fragments en une pâtée indigeste. Et pourtant je me vois très bien explorant son bureau un de ces matins, et faisant tomber des pages inachevées d'entre les buvards et les liasses de vieilles factures, pour rédiger un petit recueil de propos familiers qui apporterait aux jeunes la preuve que Desmond était le plus doué de nous tous. Mais pourquoi n'a-t-il jamais rien produit, demanderont-ils. Quoi qu'il en soit, à sa façon intermittente, Desmond est fidèle. On peut en dire autant de Saxon qui vient ensuite sur ma liste. Mais la fidélité de Saxon est presque février 9229, celle du colis Nilou de l'âne Forbu. Il est le pensionné à qui sa mémoire du passé vaut d'avoir à perpétuité une place votre table. Dans sa situation actuelle, il apparaît presque exclusive dans le R.I.E., le distributeur d'aumônes. Il n'a pas grand-chose à donner pour le moment, Elvie n'a pas été généreuse envers lui. C'est bien consistant de vieilles amitiés, de vieux souvenirs des choses dont nous avons parlé il y a bien longtemps. Contraire au reste d'entre nous, il n'a pas eu sa vie renouvelée par le mariage, les espoirs qu'il nourrissait en ce domaine ont été anéantis. Alors il vient y voir, tristement, à contre-cœur, sans générosité, dirait-on, si la cause ne lui échappait pas, demandant plutôt qu'offrant. Demandant pour le moment que j'accepte Barbara de sa main et que je la lui retourne auréolée de mon approbation. Et Barbara ne me paraît pas faite de ce métal si rare. Quoi qu'il en soit, la vie du pauvre Saxon traverse maintenant une saison désagréable et sans attrait, dont on ne voit que trop bien l'image dehors. Neige fondue, boue, froid aigre où rien ne pousse, pas de chaleur, pas d'éclat, pas même une modeste lueur domestique. Il loge chez Stagg, dans Great Ormond Street, et a résumé à la perfection sa propre situation, celle de quelqu'un qui souffre de la solitude quand il est seul, et qui s'ennuie s'il est en compagnie. Mais fidèle, il y a quelque chose de précieux dans la fidélité de Saxon, quelque chose qui fait que ces maigres visites ne sont pas tout à fait sans fruit. On se rend compte, même après 2 heures d'un silence morne et presque total, qu'il est absolument vrai, authentique, pur. Vous ne le trouverez jamais en défaut, jamais il ne manque de sensibilité ni de sincérité, jamais il ne vous refusera la plus petite part de ses biens. Étant entendu qu'il n'est pas richement pourvu de dons à offrir, je n'en pense pas moins, à mon âge un peu là, que la solidité qualité modeste. Vérité limpide comme le diamant ou le cristal n'est pas négligeable ni dénué de curieux reflets d'une suprême et lointaine beauté. En tout cas, ce n'est pas sans un certain soulagement que mes pensées viennent se poser sur Saxon après avoir flotté depuis 2 mois dans l'incertitude autour de Catherine Murray. Je pourrais retourner ce que j'ai écrit de Saxon pour m'en servir comme une toile de fond sur laquelle je peindrais un portrait de Catherine. Il est pour le moment extrêmement douteux que j'aie le droit de la classer parmi mes amis. Il est fort possible que je ne la revoie plus jamais. Là où j'ai des lettres où elle exprime la joie qu'elle éprouve à penser à moi, et où elle s'étend avec passion sur mes écrits, j'ai des lettres où elle me donne des rendez-vous, me presse de lui rendre visite, ajoute des postes. Scriptum où elle exprime sa reconnaissance et son affection pour des visites que je lui ai déjà rendues. Mais la dernière lettre est datée de décembre, et nous sommes à présent en février. La question m'intéresse, m'amusait aussi, c'est incontestable, me peine un peu, non, beaucoup. Si ce n'était que je la soupçonne de vouloir précisément faire naître ses sentiments, celui d'amusement mis à part, je serais encore plus déconcertée. Les choses étant ce qu'elles sont, il me faudrait pouvoir la décrire longuement avant d'arriver à ce bizarre mélange d'intérêt, d'amusement et d'irritation que je ressens. La vérité,
je crois, c'est que l'une des conditions tacites de notre amitié, depuis le début, est qu'elle repose presque entièrement sur des sables mouvants. Elle a été jalonnée de curieux affaissements et de moments de stabilité. Pendant des mois je n'ai aucune nouvelle d'elle, et puis nous nous sommes retrouvés sur ce qui avait toutes les apparences d'un terrain solide. Entre nous il y a eu de l'intimité, plus de sentiments intenses, peut-être, que d'ouverture, mais en ce qui me concerne, en tout cas, nos relations ont toujours été intéressantes. Et il 230 février 1919 s'y mêlait suffisamment de plaisir personnel pour faire naître l'affection, si c'est bien là le mot, en même temps que la curiosité. J'ai pris la peine d'aller à Amsterdam toutes les semaines depuis la mi-octobre ou novembre, je crois. Ensuite, que s'est-il passé? Je pars pour Noël et nous échangeons de jolis petits cadeaux, prenant soin de faire en sorte qu'il arrive pour le jour de Noël. Je joins au mien une, sinon de longues lettres affectueuses. Je lui propose d'aller la voir dès mon retour. Mon séjour au lit ne n'y l'a pas permis, mais pendant ce temps, sans qu'aucune raison soit donnée, ni qu'on puisse en trouver une avec certitude, elle ne donne plus signe de vie, je ne reçois ni remerciements, ni réponse, ni demande de nouvelles. Soupçonnant donc quelque chose, mais voulant tout essayer avant de tirer des conclusions, j'ai demandé à Murray si elle aimerait une visite, à quoi il répondit cordialement, sans l'ombre d'une hésitation. J'ai proposé d'y aller hier. Vers 11 heures, elle, ou plutôt la personne qui tient la maison, a téléphoné pour remettre ma visite, disant que KM était trop fatiguée, mais elle n'a pas proposé que je vienne un autre jour, et ce matin je n'ai rien d'elle, ni de cas vendredi 21 février, mais tout cela m'apparaît maintenant comme un peu tiré par les cheveux et exagéré, du fait que j'ai reçu ce matin une lettre de KM en personne, qui m'invite à prendre le thé lundi et m'explique qu'un nouveau traitement lui donne la fièvre pendant 2 jours, l'empêchant ainsi de recevoir. Elle me demande aussi d'écrire pour la Tenarn 5, si bien que cette petite égratignure qu'a subi mon amour-propre est guérie. Non pas que je souhaite faire plus de critiques littéraires qu'il ne m'en échoit déjà, mais du fait de ces notes laborieuses et, semble-t-il, plutôt trompeuses, que je rédige sur mes amis, la vie a été trop négligée. Voyons un peu. Dimanche dernier, Saxon et Barbara ont dîné ici, mais n'ont guère fait que dîner, car Barbara a dû s'en aller pour nourrir son bébé. Elle est entrée dans la pièce, toute frétillante, mais quant à son esprit, il reste posé et prosaïque. Ce qui est dommage, c'est que, physiquement, elle ne puisse toujours être aussi fringante. C'est là, j'en suis sûre, son état naturel, attendre d'elle une conversation tranquille et contre nature. Saxon l'observe, jugeant, je suppose, qu'elle a assez de charme pour deux. Je me suis laissé entraîner dans une visite à Fête, un thé, pour voir le bébé. Fête contribuera elle aussi sous peu à la continuité de la race 6. Venant de sa part, cela me remplit de consternation. Je suis moi-même un être humain, et pas du tout certaine que Fête nous fera honneur. Elle est de ces femmes qui se laissent aller facilement au sarcasme, aux remarques caustiques et, à 28 ans, elle trouve déjà à se plaindre. Bien installée au coin du feu, elle est là,